Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. 19h sur ESAE Télévision, le sommaire. Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi 8 décembre 2021 au cours du Conseil des ministres, entre autres décrets, le décret portant modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Les détails dans ce journal. Vous suivrez dans cette édition Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, qui commente la condamnation du procès du professeur Joël Frédéric Aïvor devant la Criette et supplie le président Patrice Talon pour l'obtention de la grâce présidentielle. 7 journées après le démarrage du championnat béninois Ligue Pro, les requins de l'Atlantique sont classés 6e de la zone C avec 8 points. À suivre dans ce 19h, Joanat Lisboa, capitaine des requins de l'Atlantique, qui s'exprime sur le début de la saison et l'état d'âme actuel de l'équipe. J'aurais dû tenter depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il faut. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 décembre 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance. Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, modalité d'application de la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018 portant création de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, nomination du commissaire aux apports à la Société nationale de mécanisation agricole. Le Conseil a également adopté le décret portant nomination de membres au conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale. Au titre des communications, le gouvernement a décidé de la contractualisation pour l'acquisition et l'installation d'un scanner 64 barrettes bar 128 coupe
avec option cardio au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Des nominations ont été prononcées à la Cour suprême, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère de l'Industrie et du Commerce. Le procès du professeur Joël Frédéric Aïvo devant la Criette continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. De la leçon à tirer du procès Joël Aïvo. Pour Betenkouvi, c'est au président Patrice Talon qu'il revient d'avoir miséricorde. Joël Aïvo, hélas, n'a pas conscience de ce qu'est la politique. Selon le président de l'Alliance Iroko, pour ce dernier, il n'a pas vu un homme politique au tribunal, mais un professeur de droit qui n'a rien compris de la politique. Suivons un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou. Après le procès du professeur Joël Aïvo, sa condamnation pour moi, pour vous répondre, est la conséquence logique même de tout le processus. Et ceci, si je dois condamner déjà quelqu'un, je vais condamner plutôt le professeur Joël Aïvo. Et il faut voir sa posture lui-même. Vous savez, on peut avoir raison. Oui, je ne veux pas aller dans le fond. A-t-il raison? Était-il innocent? Était-il coupable? Ce n'est pas ce qui m'intéresse réellement. Mais regardez son attitude lui-même. On a l'impression qu'il a tout fait pour qu'on le condamne. C'est comme une femme qui veut la bagarre avec son mari. Elle fait tout pour le provoquer. Et j'ai eu la vague impression que le professeur Joël Aïvo avait un agenda et cet agenda-là ne peut se dérouler que à travers sa condamnation. Écoutez son message. Faites de moi ce que vous voulez. Je m'offre en sacrifice au peuple béninois ou bien à la démocratie béninoise. Au fait, j'ai trouvé ceci naïf. Les communistes qui se sont battus pour que la démocratie, ou du reste, le renouveau démocratique, oui, vienne. Qu'est-ce que le peuple béninois a fait d'eux après la conférence nationale souveraine? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qui leur a reconnu leur lutte? Au Bénin, là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. J'ai la vague impression que le professeur Joël Aïvo ne connaît pas le peuple béninois. C'est malheureux, c'est triste. Luc Togbadja est enterré à Kodéha. Qui est jamais allé sur sa tombe s'incliner pour dire voici un héros de la démocratie béninoise? Les autres qui ont survécu, qui les a jamais dédommagés? Il est malheureux qu'il n'ait pas compris que s'il se tue pour ce peuple-là, c'est sa femme et ses enfants qui vont en souffrir. D'ailleurs, d'ici à quelques mois, il verra que plus personne n'appellera plus son nom. Ici, il est malheureux qu'il ne l'ait pas compris. Je voudrais juste implorer la clémence du président Patrice Talon. Parce que de tout temps, on a l'impression que Joël Aïvo n'a pas compris qu'en politique, on peut avoir raison et pourtant demander pardon. Moi, je demande pardon au président Patrice Talon pour qu'il prenne une grâce présidentielle pour le faire libérer et très vite afin qu'il aille s'occuper de ses étudiants. Parce que ce n'est pas un homme politique. Et s'il n'avait jamais été un homme politique, il n'aurait jamais pris cette posture-là. C'est malheureux. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que le président Patrice Talon montre son grand cœur et le gracie afin qu'il aille s'occuper de sa femme et de ses enfants et s'éloigner de la politique. Car Joël Aïvo est tout sauf un homme politique. Bertin Kouvi est mon nom et ceci est pour les auditeurs de Esaïe TV. Le mariage interreligieux est un sujet qui suscite plusieurs réactions et avis dans les sociétés africaines. Le mariage interreligieux est l'union entre deux individus de religions différentes. Cette union peut entraîner l'affaiblissement de nos croyances et de notre foi. Les enfants issus du mariage risquent d'échapper à la doctrine. Et sans même interdiction religieuse formelle, il peut avoir une
une tendance naturelle à choisir un conjoint dans sa religion. D'aucuns pensent que la cohabitation des deux croyances dans un mariage est parfois source de conflits, de différents matrimoniaux et augmente le risque de divorce. D'autres incombent cette situation au manque de responsabilité des parents. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent les impressions sur le sujet. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Samuel Aguia. Le mariage interreligieux, je pense que ce n'est pas une très mauvaise chose. Souvent, c'est les contraintes des parents qui freinent, mais qui constituent un handicap au mariage interreligieux. Sinon, l'amour, je pense que l'amour n'a pas de contraintes, n'a pas de limites. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des différentes sortes de religions, forcément des différentes sortes de pensées et des différentes sortes de comportements. En ce qui me concerne, la Bible, les Saintes Écritures disent: tu ne dois pas donner ta fille à leur fils. Et tu ne dois pas prendre leur fille pour ton fils. Donc vous voyez déjà, c'est la déclaration divine même, c'est-à-dire qui nous montre déjà comment nous devons nous comporter face aux choix religieux. Donc, le mariage interreligieux, c'est un mariage qui engage deux personnes de religions différentes qui donc ont choisi de vivre ensemble, puisqu'ils ne partagent pas forcément les mêmes convictions religieuses. Cela peut être, de mon point de vue, source de problème. Parce que chaque personne aurait certainement son point de vue. Selon moi, c'est une question de choix, question de cœur. Parfois aussi, on tombe sur une personne idéale, mais voilà que sa religion est différente de nous. Mais comme le cœur a désiré, le cœur a fait son choix, parfois aussi on suit son cœur. Nous voulons appliquer ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de lien entre le chrétien et celui qui n'a pas Jésus. Et lorsqu'on parle de mariage interreligieux, à partir du moment où on n'a pas les mêmes bases, il sera difficile de se comprendre. Je pense que si c'est au début des relations, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme, que ce n'est pas vraiment bon de s'engager si on n'est pas dans la même pensée liée aux doctrines, aux cultures. Aujourd'hui, il y a tellement de libéralisation et les gens ne respectent presque plus rien. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, au départ, lorsqu'ils sont fiancés, ou du moins ils sont fiancés, là, oh, mais tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Mais on remarque dans la plupart des cas, mais lorsque ils se mettent ensemble, non, tu fais ce que je dis. D'autres vont même jusqu'à dire que la religion du mari est la religion de la femme. Ça ne devrait pas être ainsi, parce que nous sommes tous des individus à part entière, égaux devant Dieu. Parfois, le fait de forcer la partenaire ou le partenaire à adhérer à sa religion devient après des problèmes pour le foyer. Parfois, ça disloque, ça casse des foyers. Les gens se séparent parce que bon, l'autre ne veut pas adhérer à ma religion. Bon, qui va accepter aller à la religion de l'autre? Je pense que souvent, il faut laisser à chacun le libre arbitre. À l'origine, pour éviter de contraindre le partenaire à se convertir à votre religion, je préfère qu'à l'origine même qu'on évite cela. Si c'est le cas, déjà que les personnes sont déjà mariées, ils sont déjà ensemble, c'est-à-dire le premier point de ma discussion, ça concerne les personnes qui veulent s'engager, les jeunes qui veulent s'engager. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Mais si c'est des personnes qui sont déjà à l'interne, qui sont déjà mariées et qui vivent en tant que mari et femme, je pense bien qu'il vaut mieux trouver des consensus, trouver des points d'entente pour pouvoir continuer de vivre ensemble. Si par exemple j'ai aimé une chrétienne aujourd'hui et que je vais l'épouser, bon, on va essayer de s'entendre si
elle peut rejoindre ma religion ou soit moi je peux rejoindre sa religion. Bon, si cela ne va pas de nous entre nous deux, bon, chacun peut rester en sa religion et notre relation en couple, notre vie de mariage. J'ai un cousin musulman qui a marié une chrétienne, mais les deux sont ensemble, ils vivent très bien, ils ont des enfants, les belles familles entre eux s'entendent très bien, donc il y a l'harmonie, il y a l'amour. C'est assez difficile pour deux personnes qui ont des convictions différentes par rapport à la religion de rester ensemble. Je prends l'exemple pour les enfants par exemple. Sur quel chemin vont-ils engager leurs enfants? Si l'un est musulman, l'autre est chrétien, ou bien si l'un est animiste, l'autre est musulman, sur quel chemin vont-ils engager leurs enfants sur le plan religieux? C'est difficile. Les ministres sectoriels de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, recommandent la reconnaissance mutuelle des tests PCR et la réouverture des frontières terrestres des États membres à compter du 1er janvier 2022. C'est à l'issue de la réunion virtuelle organisée lundi 6 décembre 2021 par la Commission de la CEDEAO en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé. La décision a été prise lors d'une réunion virtuelle tenue lundi 6 décembre 2021 en présence de plus d'une cinquantaine de participants, dont les ministres et les experts sectoriels des pays membres de la CEDEAO. Selon les participants, l'avènement de la COVID-19 en 2020 en Afrique de l'Ouest a négativement impacté le volume des échanges commerciaux et la mobilité des personnes, provoqué la baisse cumulé de 6,7% du PIB des pays de la CEDEAO entre 2020 et 2021, soit l'équivalent à environ 50 milliards de dollars américains. Le centre de promotion de l'artisanat sera bientôt rasé pour laisser place à une autre infrastructure. Cette éventualité inquiète les artisans qui y sont installés. Mais avant le démarrage de ce projet, les artisans du CPA sont déjà dans une précarité qu'ils décrivent au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Des statuettes, des colliers en perles et des bracelets, des porte-clés ainsi que des chemises en teinture batik, d'autres à l'effigie de grandes figures de la Révolution. Nous sommes dans le plus grand centre artisanal de l'Afrique de l'Ouest. Bien que ce centre soit situé au plein cœur de la ville de Cotonou, les artisans qui y vendent ne cessent de crier leur mévente. Artiste, donc comme ministre de tourisme, pour le tourisme, milaba kwa minono mo te fois client na wakaka no sunokpo den ledo yingba nunu yesi de wedo fiela u hamio na lebonyo hugamo. Pour Saïdou Moussa, le président de l'association des artisans du centre, rien ne marche. Les touristes ne viennent pas malgré la production du centre et se plaignent de l'inexistence même des objets d'art dans nos ministères au détriment de la Chine. Je peux commencer par zéro. Le tourisme n'est pas développé. Quand il n'y a pas de clients, comment voulez-vous qu'on vende? Nous produisons des œuvres d'art, mais il n'y a pas de clients pour les prendre. Donc nous on est là pour le gouvernement, pour les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement de talent. Pour les gens, pour nos politiciens, l'artisanat c'est zéro. La preuve, vous allez dans les ministères, vous ne voyez rien de l'artisanat. Les meubles, nous fabriquons, nous avons du bois ici. Des artisans sont là qui travaillent. Allez-y, si tout vient de la Chine. Bon, on est là, bon, ici c'est une maison. Si le client vient, bon, on souhaite que le client vienne pour qu'on puisse vendre, c'est tout. Malgré leurs plaintes, les quelques clients qui viennent dans le centre sont plus ou moins satisfaits de l'accueil et du prix des articles. Ça va, récent, mais là ce matin ça va, c'est calme. Vivement que les autorités pensent à une nouvelle politique de gestion du centre pour le développement de l'art béninois. Suite à la note du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, les aspirants au métier de l'enseignant AME ont suspendu leur grève. Selon la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin,
Après la publication de notes de suspension du contrat des signataires de motion, les cours ont systématiquement repris lundi 6 décembre 2021. Malgré tout, informant la FENACEPIB, les collègues ont repris les activités pédagogiques mardi 7 décembre 2021. Aussi, les cellules représentatives de la FENACEPIB dans plusieurs départements ont-elles levé la motion à leur niveau sans prendre au préalable l'avis de la fédération. La FENACEPIB a décidé de lever la motion de prestation et de boycott des activités pédagogiques qui devraient expirer ce mercredi 8 décembre 2021. Elle remercie par ailleurs tous les AME qui, malgré tout, sont restés fidèles au mot d'ordre pour le sens de dignité et les invite à reprendre les cours. La Conférence nationale des forces vives de la nation a eu d'importantes conséquences sociales. Elle a permis l'expression publique des célébrations culturelles. Les cérémonies liées au culte des jumeaux ont ainsi connu une expansion à partir de 1991. Mais la pratique a très vite perdu sa fonction culturelle pour ouvrir la voie à une mendicité déguisée au nom des jumeaux. Cet exposé du professeur Rogatien Tossou explique le sujet. À la récession économique observée de nos jours et aux conditions de plus en plus difficiles de vie, certaines personnes dans les grandes villes de l'Afrique utilisent ce qui était placé sous le sceau des divinités pour se livrer à la mendicité. Nous savons tous ici que dans nos rues, à Cotonou, on voit ces femmes-là qui portent des plateaux en fer ou en alu pour commander de l'argent, je préfère utiliser ce terme-là, au nom des jumeaux. Alors, il s'agit véritablement d'un métier qu'elles ont choisi. Parce que ces femmes, on les retrouve tout le temps dans la rue. Les mêmes visages sont retrouvés tout le temps. Donc, il s'agit d'un métier, celui de la gémellité. On ne dira pas que c'est seulement les vieilles femmes qui font ça. On observe des jeunes dames aussi qui se livrent à cette activité. Mais la mendicité féminine, bien que peu documentée, est visible donc dans nos villes. Dans la plupart des villes en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence à Cotonou, où elle semble prendre une forme particulière. Parce que la femme peut se lever, décider de mendier à visage découvert, mais se mettre sous la peau d'une mère de jumeaux pour demander de l'argent au nom de ces jumeaux relève d'une stratégie utilisée par ces femmes. Le même scénario est observé par Savadogo au Burkina, lorsqu'elle dit qu'elle est nourrie aussi bien par le mythe de la gémellité que par la perception sociale de l'aumône, tous deux toujours prégnants dans l'imaginaire collectif. Des femmes élaborent donc des représentations symboliques justifiant des pratiques et des rituels. Parmi ces rituels, la fréquentation des marchés par les mères de jumeaux. Dans le rituel tel que conçu originellement, la famille cherche la sécurité autour des nouveau-nés et surtout des jumeaux et de la mère à travers diverses formes de cérémonies telles que les cérémonies de sortie d'enfants, la cérémonie de la nouvelle lune, et spécifiquement lorsqu'il s'agit des jumeaux, des rites sont célébrés. Il y a des maisons où ces femmes vont louer ces statuettes moyennant 500 ou 1000 francs par jour, parce qu'elles sont sûres que par jour, elles trouveront peut-être 10 fois ce qu'elles auraient misé. Ces propos ont été recueillis par Carles Kitome. Les révélations du FA de l'année 2022 ont déjà
sont déjà connues. Elles sont axées sur plusieurs points dont les condamnations et la recrudescence de la faiblesse sexuelle. Le phare recommande l'humilité, la méfiance autour du chef au cours de la nouvelle année. Les citoyens de la ville de Cotonou opinent à ce sujet. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahami. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le phare peut prédire une autre chose. Et si la volonté de Dieu n'est pas accompagnée, ça ne serait pas possible. Donc tout ça, ce que je dis, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas dire que c'est pas bien. Sinon, le phare, c'est quelque chose de nos ancêtres. Voilà. Donc, quelle que soit votre croyance, le phare est toujours quelque chose qu'il ne faut pas boycotter. Phare, et non, phare, nous y a phare, nous d'abord. Bon, après, et non, nous toi. Le phare, nous donne, nous jouons, nous donne, nous jouons. Donc, nous, mais c'est pas quand Dieu et quand nous à mon demain. C'est notre culture, non? Et comment ça ne peut pas être crédible? C'est vrai qu'il y a des menteurs, excusez-moi le terme, il y a des gens qui ne disent pas la vérité, qui font ce qu'ils veulent. Mais les vrais comment on les appelle, professeurs de phare, quand ils te consultent, il n'y a rien à dire. Autrefois sujet tabou, la mort est de plus en plus banalisée dans la société béninoise. Les cercueils que l'on cachait à la vue sont désormais exposés et des entreprises de pompes funèbres rivalisent pour mieux les présenter. Le sujet a retenu l'attention d'un dignitaire des cultes endogènes. Suivons son argumentaire au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Ça dépend de la qualité des mesures. Ça dépend de la qualité des mesures. Même la qualité des mesures, c'est avant, ils ont raison. Avant, des quoi, ils ont raison, c'est que à mon expédition, mes bros exposition tombe pour boutique pour un bel de vin. Pour un bel de vin. À mon d'ailleurs, ben de l'ombre moi. D'ailleurs, à moi, c'est qu'il y a l'histoire. À moi, disons, il y a un jour, mais des modèles. On importe encore des cercueils parfois, si le besoin, ils ont besoin. Donc, ça vient du Ghana, parce que nous on a l'habitude d'importer ça du Ghana seulement. Non, ça va. Il y en a ça, 350, il y en a 400 000. Puis pour des locations, des bars, chaises, des véhicules qui sont là d'ailleurs, il y a les véhicules qui sont là. Il y a aussi ces pots de choses là que vous voyez, les fleurs là, qui accompagnent en tout cas tout. Maintenant qu'il y a la prolifération, je ne sais pas ce que les autorités pensent de cela. Si ça ne m'appartient, si le pouvoir m'était donné, j'allais dire non, ce n'est pas la peine. Non à cette vente, au bord des voies là. Ils peuvent le faire même cacher dans leur maison, mais pas au bord, les exposer au bord de la voie là, c'est pas bon. Le musulman avec un paille blanc simple, et on s'en va, on l'enterre. Comme Dieu l'a dit, vous êtes sortis de la terre, vous retournez dans la terre. Donc mettre les cercueils là, c'est l'État qui devait refuser. C'est pas à cause de nous. Nous, là où nous sommes, on sait qu'on doit mourir. Mais il ne faut pas présenter devant un peuple déjà affamé, qui a peur, vous mettez les choses comme ça. Il faut voir l'ancien temps. Les gens honoraient les morts. Parce qu'en ce temps, quelqu'un meurt dans une maison, en tant qu'enfant, quand on t'envoie dans cette maison, tu as peur d'aller.
surtout la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, messieurs les journalistes? Même les petits enfants poussent les grands pour voir le mort, pour voir comment on le met dans la tombe. Je vais te dire quelque chose. Dans nos mosquées, avant, on a un seul cercueil. Quand quelqu'un meurt, on le met dedans, on s'en va l'enterrer et on ramène. Je te jure, quand la nuit passe, là où il a les cercueils là, devant la mosquée, il a le cercueil. Pour passer toi-même grand, tu as peur. Que vous dites que c'est la démocratie, c'est la liberté. Donc même, un jour, on risque même d'installer nos morts au bord de la route pour vendre leur tête. C'est pas normal. Sport dans cette édition. 7 journées après le démarrage du championnat béninois Ligue Pro, les requins de l'Atlantique sont classés 6e de la zone C avec 8 points. Les Awisiwasa en difficulté peinent à retrouver leur marque. Joanath Lisboa, capitaine des requins de l'Atlantique, s'exprime sur le début de la saison et l'état d'âme actuel de l'équipe. Il est au micro de Anaël Dou. Nous avons eu un début de saison un peu difficile déjà au niveau préparation, au niveau interne déjà, avec tout ce qu'il y a autour. Mais bon, vous savez, parfois, dans la vie, il y a des choses comme ça, quoi. Vous prévoyez démarrer les choses en bonne et due forme, mais bon, ça arrive que ça commence mal ou ça commence difficilement. Mais le plus important, c'est de vite relever la tête et de se mettre au pas. Je pense que depuis quelques journées, depuis près de 3 matchs, c'est ce qui est en train d'être fait. On a pu quand même aligner aujourd'hui, je vais dire, 2 victoires et un match nul. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a quand même 8 points et on s'est relancé carrément dans le championnat. L'état d'esprit, en fait, il est au beau fixe. Hein. Il est au beau fixe. Nous, à l'entraînement, on se donne chaque jour que Dieu fait. On se bat, on travaille dur avec l'encadrement, avec le coach. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, pendant les matchs, vous savez, il y a la réalité du match en fonction de l'adversaire. Parce que jouer aux requins de l'Atlantique, c'est quand même pas aisé. Et nous avons pratiquement aujourd'hui de nouveaux joueurs, carrément presque. Parce que l'effectif de l'année dernière, à près de 80-90%, elle a été changée. Et il faut du temps pour que les automatismes et pour qu'on puisse mieux se connaître et essayer de savoir chacun en ce qui le concerne, dans quelle situation, dans quelles conditions il serait à l'aise et tout et tout. Donc il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça prend un peu de temps, mais je pense que depuis un petit moment, ça va beaucoup plus. L'état d'esprit, il est au beau fixe. Nous, on est vraiment, je vais dire, on est concentrés. On sait ce qu'on a à faire. Mon ambition première, je vais dire, c'est pourquoi pas finir champion cette année. C'est l'objectif principal. C'est vrai que nous avons commencé très très difficilement, mais je pense que si on arrive quand même à nous hisser déjà dans les quatre qui vont continuer la deuxième phase, la Super League Pro, je pense que ça sera un tout autre championnat. On pourra quand même nous battre vraiment parce qu'on a un bon groupe, on a un groupe talentueux. Et moi, j'ai foi en ce groupe, j'ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu'on pourra faire de belles choses. Le capitaine des requins de l'Atlantique, Joanath Lisboa, a également parlé de ses débuts dans le football. On l'écoute. Le foot, déjà, c'était une passion d'ado, c'était un rêve. Et déjà très tôt, quand j'étais enfant, je nourrissais déjà ce rêve, l'ambition d'être un footballeur après. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord aller à l'école et tout. Sinon, avec les parents, il y avait des problèmes et tout. Mais bon, avec le temps,
Ils ont compris que voilà, en fait, c'était vraiment important pour moi et je tenais vraiment à faire carrière dans le foot et tout. Et voilà, c'est parti. Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt déjà à partir de 14 ans. J'ai commencé déjà à jouer au championnat national. Déjà avec mon premier club, ça a été Espoir de Savalou, où j'ai fait une saison avec eux. Après ça, j'étais avec Éternel, parce que Éternel en fait, ils m'ont vu dans le championnat et ils étaient vraiment intéressés. Et donc la saison qui a suivi, j'étais avec Éternel. Et après également, j'ai fait une petite virée au niveau de AS Cotonou, juste pendant quelques mois. Et ce n'est qu'après ça que pendant les vagues, pendant les tournois de vagues, il y a eu un grand frère juste qui m'a remarqué comme ça et qui m'a proposé d'intégrer les Requins de l'Atlantique. Déjà, le fait d'entendre les Requins de l'Atlantique, déjà, ça te fait beaucoup de choses parce que c'est un grand club, c'est un club mythique du Bénin avec les dragons, les buffles et tout. Donc pour moi, c'était un honneur. C'était un honneur. En même temps, voilà, j'avais un peu peur quand même. Il me l'a dit, il me l'a proposé et il a dit qu'il allait parler à l'entraîneur qui était là dans le temps et voilà, qu'il allait me faire signe et que j'allais commencer par faire un essai avec eux. Et si ça s'avérait concluant, je pourrais intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait et très tôt déjà, voilà, tout le monde était vraiment phasé par mon jeu, par mes déplacements, par mon football et tout. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là je suis en train de faire ma 4e saison avec les Requins de l'Atlantique et voilà, deuxième année en tant que capitaine. Les Requins de l'Atlantique, justement, en fait c'est le nom, l'image du club. On va pas revenir là-dessus, c'est l'un des clubs mythiques du pays. Et jouer aujourd'hui, porter le maillot des Requins de l'Atlantique, c'est un honneur, c'est une chance. Aujourd'hui, moi, je le porte et je suis même capitaine. Donc, c'est vraiment une chance d'être sociétaire des Requins de l'Atlantique quand je sais que de grands noms sont passés par ce club. Pratiquement le dernier, on va dire, c'est les Stéphane Sessegnon, c'est Dossou Jodel et tout. Donc, pour moi, déjà c'était un plaisir de faire partir de ce club et de donner le maximum de moi-même pour pouvoir quand même écrire ma petite histoire. Le boss béninois Clément Loko, dit la Panthère Noire, conserve définitivement sa couronne de champion d'Afrique des poids plumes, version World Professional Boxing Federation, après avoir défendu avec brio pour la 3e fois son titre face au Nigérien Semiu Lamoyero Adetunji pour le match retour dans la catégorie des poids plumes. Certains journalistes sportifs donnent leurs impressions sur ce titre de Clément Loko au micro de Colombe Ousso. En premier lieu, c'est une fierté parce que cela met toujours en exergue le Bénin avec le noblable béninois qui, ces dernières années, était en deçà de ses performances. Mais le jeune Clément Loko, 3 fois de suite, a été champion d'Afrique. Il a conservé donc le titre africain, c'est tout à fait bénéfique pour le Bénin. Et on espère tout simplement que lorsqu'il fait son intégration dans le top, je crois top 20 des meilleurs boxeurs en Afrique, qu'il pourra avoir une chance de montrer et de faire ses preuves à l'étranger. Au-delà du titre de journaliste sportif, c'est le Béninois que je suis qui a été fier de voir un compatriote aller défendre vaillamment les couleurs nationales et revenir avec des lauriers. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ça a été une joie pour moi et j'imagine que ça a été également une joie pour beaucoup de Béninois de constater qu'un de nos compatriotes est allé se battre en Côte d'Ivoire et qu'il a réussi donc en terre étrangère à conserver un titre de champion d'Afrique
c'est pas quelque chose qui coule les rues et donc c'est un sentiment de joie qui m'a animé. Ça a été une joie pour moi parce que c'est un pugiliste béninois qui s'est donné les moyens pour pouvoir y arriver et je crois que ça a été une impression pour moi de joie. Ça fait même pour mon cœur d'apprendre que Clément Loko a conservé son titre et ceci, ça fait la deuxième fois qu'il gagne face à l'adversaire du jour, c'était le Nigérien. Donc du coup, je pense que c'est quand même louable ce qu'il fait. Il a gagné quand même quelque chose pour le Bénin. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.